Il est 14h33 sur Europe 1 et c'est le moment de retrouver le docteur Brigitte Millot pour notre rendez-vous santé clinique. Et il y a une image qui a fait le tour des réseaux et de la toile hier. C'est l'image de cette ministre de la Santé suédoise qui arrivait, qui prenait ses fonctions. Et lors de cette conférence de presse, de présentation, c'était vraiment, elle venait d'arriver. Elisabeth Lantz, c'est son nom. Elle s'est brusquement effondrée sur scène. Elle a emporté le pupitre dans sa chute. Elle a été victime d'un malaise. Donc, c'est l'occasion pour vous de nous parler des malaises. Je rappelle juste le numéro de téléphone avant de vous laisser la parole. 01 80 20 39 21 si vous avez des questions sur les malaises. On sera en ligne dans un instant avec Bruno. Ou si vous avez des questions sur la médecine esthétique, puisque le docteur David Modiano nous parlera des dernières tendances en médecine esthétique, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant. On peut déjà rassurer tout le monde. Elle a repris connaissance tout de suite après. Elle va bien, voilà. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de parler des malaises. En fait, il y a deux principaux types de malaises. Il y a l'hypoglycémie. On nous a dit justement que pour cette jeune femme, il s'agissait d'une hypoglycémie qui ne sont pas très fréquents. Ça arrive surtout chez les personnes qui ont du diabète, c'est-à-dire qui ont trop de sucre dans le sang. Donc chez ces personnes-là, quand elles font une dose d'insuline, l'insuline c'est fait pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Quand elles font une forte dose, elles peuvent avoir une hypoglycémie, ou alors quand elles ont sauté un repas, ou alors quand elles ont fait une activité physique trop intense. Tout ça a pu faire baisser le taux de sucre dans le sang. La différence importante pour reconnaître un malaise hypo, généralement, les personnes diabétiques le savent, mais on peut aussi en faire quand on n'est pas diabétique. Par exemple, si on a fait, encore une fois, un effort intense, ou si on est en période de jeûne, on peut faire des petites hypos, on le sent venir, tout ça. Et il y a surtout un signe important dans le malaise hypo, c'est la transpiration. On se met à transpirer, on va pas bien. Ça, c'est les hypos les moins fréquents. Hypoglycémie, donc baisse du taux de sucre dans le sang. Après, il y en a un qui concerne quand même une personne sur deux, c'est le malaise vagal. Le malaise vagal. Alors, expliquez-nous. En fait, on a deux systèmes nerveux. Un système nerveux volontaire, je lève le doigt, la main, comme vous le voyez, je vous parle, et un système nerveux involontaire qui gère tout un tas de choses, et notamment le fameux nerf vague qui part du cerveau, qui est très long, qui passe le long du système digestif, etc., et qui gère aussi la fréquence cardiaque. Et quand il ralentit la fréquence cardiaque, qu'est-ce qui se passe ? Il y a moins de sang qui arrive, et il y a moins de sang qui arrive dans tous les organes, mais surtout dans le cerveau. Et le boss, quand il n'a pas de sang qui arrive, il n'est pas content. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il débranche. Ça va faire un petit malaise. Pareil, généralement, on le sent venir. On sent des petites mouches devant les yeux, parfois des bourdonnements d'oreilles. On sent que ça commence à vaciller. Enfin, on a des petits symptômes comme ça qui vous permettent un petit conseil. Quand vous sentez que ça arrive, surtout, asseyez-vous. Voire même, allongez-vous. Et si vous assistez... Non, mais c'est important. Le seul danger, parce que ça revient assez vite, le seul danger du malaise vagal, c'est de tomber sur quelque chose de dur, contendant. Voilà. Sinon, il n'y a pas de risque. On récupère tout de suite. Une chose à faire, si vous assistez à une personne qui fait devant vous un malaise vagal, on a 30% du sang dans les membres inférieurs. Donc, si la personne est allongée, vous prenez les deux jambes, vous les mettez sur vos épaules pour les surélever, comme ça, hop, le sang va refluer, va revenir. Alors, les malaises vagaux, ça arrive généralement quand on reste debout longtemps, quand on est dans une atmosphère très chaude, quand on est enceinte, parce qu'il y a une vasodilatation aussi, ça peut arriver. Enfin, voilà. Un stress, une émotion, ça peut provoquer un malaise vagal. Une émotion heureuse ou triste, les deux peuvent provoquer un malaise vagal. Et puis quand on se rase, enfin pas nous, mais quand oui, parce qu'en fait, souvent, enfin moi j'ai pas trop l'habitude, mais souvent on se rase comme ça, et comme le nerf se trouve là, passe par là, en se rasant. C'est ce que vous montrez. Donc, on est à la radio, je vous rappelle. Oui, mais la radio elle est filmée maintenant. Alors, on a un auditeur avec nous justement, Bruno. Bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour docteur. Vous avez 42 ans, vous nous appelez de Normandie, vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21 et nous vous écoutons. Écoutez, déjà, j'ai écouté les petits diagnostics du docteur et je me reconnais à 200% dans tout ce qu'elle a dit, mais vraiment tout. Tout. Donc plutôt malaise vagal alors ? Ouais, malaise vagal, depuis une dizaine d'années en fait, ça se produit, on va dire 1 à 3 fois par an. Ah oui. Et je le note maintenant, donc Et c'est vrai que c'est assez problématique parce que ça peut m'arriver
au petit déjeuner, comme ça a pu m'arriver en travaillant, même en conduisant. Une fois, je me suis senti venir. J'ai dû... Alors là, ça peut être dangereux. Vous le sentez venir ou pas? Vous le sentez venir? Vous avez des petits signes annonciateurs? Les petits signes annonciateurs, moi, c'est une sorte de... Je sais pas si c'est nerveux ou pas, mais une sorte de petit bien-être, en fait, qui vient dans tout le corps, en fait. Et tout de suite, je sens que, je veux pas dire une jouissance ni un plaisir, mais c'est, on va dire, juste avant le plaisir, on va dire. Et c'est vraiment particulier. Et je sais que quand je ressens ça, faut que je m'assieds ou que je m'allonge, même en faisant ça, bon voilà. Et ça passe très rapidement? Généralement, oui, des proches, ça a dû arriver en présence de proches. La dernière en date chez mes parents, ils ont eu un petit peu peur au petit déjeuner. Je prenais mon petit déjeuner. C'était en prenant le petit déjeuner à table? Là, ouais, j'étais en train de boire mon café, ouais. Alors, parce qu'il y a d'autres types de malaises qui peuvent survenir effectivement en mangeant, soit parce que l'estomac s'est vidé trop vite, soit parce que quand on a fait un repas trop gras, parce qu'en fait la circulation s'occupe évidemment de digérer tout ça, etc. Elle ne va pas non plus ailleurs. Donc on peut avoir aussi ce type de malaise pendant les repas, mais vous m'avez dit que c'était arrivé aussi en conduisant, donc c'est pas simplement lié au... Oui, en conduisant, ça m'est arrivé sans vous révéler ma vie privée, après un rapport. Donc... ça c'est après un effort peut-être. Ouais, l'effort, ou comme vous le disiez tout à l'heure, le bien-être, ça m'est arrivé... Mais vous avez exploré tout de même s'il n'y avait pas de problème de glycémie trop basse, de choses comme ça? Ouais, on a fait, depuis une dizaine d'années, on fait toute une batterie de tests sanguins, on a fait encéphalogramme, électrocardiogramme, on a fait échographie des cervicales, du cerveau... Ah oui, vous avez été complet. J'ai même fait, dernièrement, mon médecin m'a appareillé pour une apnée du sommeil éventuellement, de tester, voir s'il y avait des apnées de sommeil. Mais et vous avez une apnée de sommeil? Non, du tout, non, j'ai été appareillé, il a analysé les résultats et non, il s'est avéré que c'était correct. Enfin, j'en fais des toutes petites, mais c'était pas des très très longues. Donc il a estimé que c'était normal. Si en 10 ans on n'a pas trouvé, je ne sais pas si on va trouver la solution ici aujourd'hui. Radio. Mais on est désolé, Bruno. Surtout, soyez prudent. En tout cas, vous avez eu le bon réflexe en voiture. Dès que vous le sentez venir, arrêtez-vous. C'est ça, exactement. Ou alors asseyez-vous si vous êtes. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on reste ensemble. Dans un instant, on va parler de médecine esthétique, tout ce qu'il faut savoir, les dernières tendances notamment, ce qu'il ne faut pas faire aussi. Peut-être le docteur David Modiano est avec nous en studio. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21. Et on en parle avec le docteur David Modiano, médecin esthétique. Tout à fait. On va parler donc de notre peau. C'est vrai qu'après, elle a un petit peu souffert peut-être cet été avec le soleil. C'est vrai qu'on voit en consultation des patientes qui sont bronzées, qui ont l'apparition de taches, d'une peau sèche, d'une peau fine, et donc elles viennent consulter après, même si on voit quand même la tendance, c'est de faire attention. Les patientes quand même font attention de plus en plus à leur peau. Alors, je vous interromps parce que nous avons Anne qui est en ligne, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Justement, bonjour Anne. Bonjour Anne. Merci pour votre appel, Anne. Vous avez 58 ans. Bonjour. 58 ans. Et vous nous appelez de Paris. Oui, tout à fait. On vous écoute. Donc, alors, j'avais une question. Voilà, j'ai un petit peu abusé du soleil cet été. Je crois que je me suis pas trop bien protégée. Et je m'aperçois que sur mon décolleté, je commence à avoir des taches qui apparaissent et la peau qui est un petit peu fripée et déshydratée. Et j'aurais aimé savoir quels sont les soins qui seraient adaptés pour arranger tout ça. Parce que je crois que je n'ai pas mis de crème 50, j'ai dû mettre que du 30. On peut rappeler qu'il vaut mieux commencer par du 50 et après le 30. Mais je vous laisse parler, docteur. C'est plutôt le 50 dès le départ. Alors, c'est vrai qu'on voit, il y a une tendance, même chez les gens jeunes, bon, Anne a 58 ans, mais on voit très souvent une adéquation entre le visage et le décolleté. C'est-à-dire que très souvent, vous protégez le visage et le décolleté, vous dites, on l'oublie, vous avez un petit chemisier, et puis vous allez même aller l'été, vous allez sur les terrasses, vous protégez mal votre décolleté. Et on voit une adéquation entre les deux. C'est-à-dire qu'on voit des lésions sur le décolleté qu'on ne voit pas sur le visage. D'accord ? Il faut quand même savoir que 80% du vieillissement visible de la peau, c'est lié au soleil. C'est plus que l'âge chronologique. D'accord ? Donc, le soleil et tabac, on peut dire. Soleil et tabac, ouais. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, en Asie, on voit les gens, ils sont avec des parapluies, etc., pour se protéger du soleil. Des ombrelles. Ouais. Donc déjà, moi, ce que je dis, c'est vrai que je vais être un petit peu, on va m'en vouloir, mais le 50, c'est obligatoire sur le décolleté, voire même une protection physique, c'est mieux.
voilà, un t-shirt. Ouais. Voilà. Alors quand on va se baigner, évidemment, on va mettre la crème solaire 50, on va les laisser agir, puis on va aller dans l'eau. Mais vraiment, c'est ce que je recommande. Mais je pense que Anne, elle nous a avoué, Anne, vous nous avez dit que vous étiez peu ou mal protégée. Donc ce qu'elle veut, c'est maintenant savoir ce qu'elle peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant que c'est fait. Alors déjà, le conseil, c'est de bien hydrater sa peau pour commencer, de laisser reposer sa peau. Donc il y a des taches qui vont disparaître tout seul. Il ne faut pas oublier que ces taches qui apparaissent, c'est lié à la mélanine qui vient, elle, nous protéger des UV. Donc en fait, c'est le pigment qui normalement nous protège, fait comme des petites ombrelles, des petits boucliers dans la peau et qui montent pour nous protéger des rayonnements UV. Voilà, donc c'est ce qu'on voit. Et puis donc les taches vont un peu disparaître avec le temps. On va voir apparaître aussi des petits vaisseaux un peu rouges, comme ça s'appelle un érythrosis coli, puisqu'en fait aussi c'est pareil, la peau pour se protéger, elle va développer un réseau capillaire. Et quand Anne, vous serez débronzée, on pourra faire ce qu'on appelle un photorajeunissement. Donc, on a des machines qui permettent d'agir sur cet excès de pigment ou sur les lésions vasculaires. En gros, on va nettoyer le décolleté. On va essayer de se rapprocher. Très souvent, je montre aux patientes, au niveau des épaules, c'est la même peau. Souvent, il n'y a pas ces lésions-là. C'est vraiment les lésions qui sont exposées. Et donc, on va traiter tout cela. Puis, si la peau est encore très déshydratée, il y a une apparition de ridules. Alors bien sûr, il ne faut pas confondre avec les rides qui sont liées au fait qu'on lorsqu'on s'endort, on plisse cette zone. Ou les soutiens-gorge. Les soutiens-gorge, voilà. Donc très souvent, vous vous plaignez aussi de rides qui apparaissent au niveau du décolleté. On va agir avec des skin boosters. Donc les skin boosters, c'est des fines particules d'acide hyaluronique qui vont hydrater comme des réservoirs d'eau, qui vont stimuler la collagénose. Voire maintenant, on a des inducteurs tissulaires qu'on peut mettre au niveau du décolleté qui vont stimuler de manière très importante le fibroblast qui fabrique le collagène. Anne, vous avez entendu tout ce qu'a dit le docteur Modiano. J'ai tout entendu et je vous remercie à tous les deux. Donc merci beaucoup pour tous ces conseils. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que ça peut s'arranger et ça peut se traiter. Et docteur Modiano, le traitement là, c'est long, c'est plusieurs semaines, ça se passe comment? Alors bien sûr, ça va dépendre de l'état de la peau. Si elle est très abîmée, on va faire 1 à 2 séances de laser espacées d'1 mois. Puis après, on va agir en fonction des résultats. Est-ce qu'on va faire un complément avec des injections? Donc Anne, à mon avis, le mieux l'année prochaine quand vous irez au soleil, c'est de la protéger. Une crème 50. 50, voire un chemisier. Merci beaucoup Anne pour votre appel. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que vous pouvez toujours nous appeler. On attend vos appels 01 80 20 39 21. N'hésitez pas. Alors donc cette rentrée après le soleil, beaucoup de personnes viennent vous voir. Là, on a parlé des femmes. Les hommes aussi viennent vous voir? Les hommes moins. Les hommes s'exposent moins au soleil. On voit moins de lésions sur le décolleté ou sur le visage. On voit moins de lésions quand même sur la peau. Puisque des fois aussi, chez la femme, on voit aussi du mélasma, une apparition de mélasma aussi liée à l'exposition solaire. Donc, ça les gêne. Donc oui, on voit moins les hommes avec des lésions, je trouve. Là, on va oublier le retour des vacances. Quelles sont les dernières tendances, je précise, en médecine esthétique? Pas en chirurgie, en médecine. Par exemple, avant, on parlait d'injection d'acide hyaluronique qu'on pouvait mettre un peu partout, notamment dans le sillon nasogénien qui va du nez au coin de la bouche. Ça, vous dites, c'est stop, c'est interdit. Absolument. Aujourd'hui, on est plus sur l'analyse du visage, sur la compréhension du vieillissement. C'est comment un visage vieillit, on voit qu'il vieillit plutôt sur la périphérie, et donc nous on va agir sur ça. Et donc du coup ça va résoudre les problèmes. Un exemple simple, par exemple souvent les gens viennent pour le sillon nasogénien, on constate qu'elles sont creusées au niveau du haut de la pommette, voire de la tempe, ou du cerne aussi. Donc du coup on va agir au-dessus, donc elles auront meilleure mine, on va diminuer des attributs émotionnels négatifs, elles paraîtront moins fatiguées, et du coup ça va lifter un petit peu. En fait, ça va faire remonter la zone centrale du visage. Exactement. Ça va en injectant donc devant l'oreille. Enfin, quand je dis devant l'oreille, au niveau de la mandibule, par là, dans cette région-là, ça va en fait faire remonter la peau, c'est ça? Exactement. D'accord. Aussi, on a un autre cas, c'est que on a des patientes qui ont des disharmonies du visage, puisqu'en fait, il y a des petites règles géométriques au niveau du visage. Par exemple, une patiente qui a le menton un peu fuyant, qui se flingue d'une bajoue, on va avancer un petit peu le menton, donc son visage sera plus harmonieux, et en même temps, ça va un petit peu lifter ses bajoux. On va pas agir dedans. On peut rappeler aussi qu'en vieillissant, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais notamment on se creuse. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On remplit ou c'est creux? On fait quoi? Alors c'est vrai qu'Homo sapiens, il creuse au niveau du visage et puis on prend ailleurs avec l'âge. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Donc oui, en fait, on
on va remplacer la graisse, ces substances perdues, on fond des graisses avec le temps, par effectivement de l'acide hyaluronique ou bien des inducteurs tissulaires pour stimuler. Quand vous dites des inducteurs tissulaires, c'est-à-dire c'est pour stimuler nos propres fabrications de fibroblastes, de collagène, Absolument. de choses. Oui, on s'est aperçu qu'il y a des molécules anciennes qui stimulent le collagène et on a du bon collagène qui apparaît. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi de l'âge de la patiente. Plus on va en âge, moins on peut stimuler. Donc c'est pour ça qu'on choisit le traitement en fonction de l'hygiène de vie du patient, de son âge, on adapte. D'accord. On va revenir à un classique quand même de l'esthétique, le Botox, toujours d'actualité. Tout à fait. Le Botox sur la ride d'expression, c'est un traitement aujourd'hui qui est consensuel. D'accord. Quand vous dites Botox, on peut rappeler les zones sur lesquelles on peut piquer et les zones sur lesquelles il ne faut surtout pas piquer. Oui. Donc les zones très souvent, c'est les zones de la région glabellaire, c'est les rides qu'on a entre les yeux, quand on se fâche, notamment. Les médecins vont venir détendre ce muscle et habituer le patient à moins contracter. Très souvent, c'est ça. Et les rides de la patte doigt. Et on peut faire la patte doigt, mais en revanche, on peut pas aller dessous, ça il faut le dire, parce qu'il y en a qui veulent qu'on aille un petit peu dessous pour toucher leurs rides sous les yeux, on ne touche pas là. Alors là, c'est pas vraiment, là c'est plutôt l'ophtalmo, le chirurgien plasticien qui va un peu plus loin. Mais il y a des fois où on va relâcher le muscle orbiculaire, parce que lui aussi il se contracte, donc il fabrique des petites ridules sous les yeux. Et donc on va mettre un peu de Botox pour lâcher un peu le muscle. Si jamais c'est trop sur ces rides-là, on va agir plutôt avec des lasers de resurfacing pour lisser la peau. Voilà, parce qu'en fait, dans cette zone-là, on peut pas mettre de skin booster, on peut pas hydrater la peau, sinon ça fait des poches. Après, on a vu beaucoup d'abus. Quand je dis qu'on les a vus, ça se voit vraiment. Notamment des excès de produits d'injection au niveau des lèvres. Là, maintenant, on a une solution, on peut récupérer, on peut rectifier. Alors déjà, la bonne solution, c'est d'aller voir un bon praticien. On voit beaucoup, malheureusement, on reçoit tous les mois des gens qui sont injectés par des non-médecins avec des catastrophes. Ça, il faut le dire et le répéter. Je le dis à l'antenne, c'est vraiment, c'est difficile pour nous, parce qu'on voit des patientes vraiment en détresse. Donc déjà, voir un médecin, un chirurgien, ça c'est important. Et effectivement, en général, donc où on laisse la patiente, si c'est le résultat esthétique n'est pas trop important, inesthétique n'est pas trop important, on laisse le temps agir. Ou bien si la patiente ne peut plus aller travailler. Pardonnez-moi de vous couper la parole. Quand vous dites on laisse le temps agir, mettons un excès au niveau de la lèvre supérieure, ça va disparaître en combien de temps? Alors malheureusement, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on a de l'acide hyaluronique dans la lèvre blanche, c'est ce qu'on a au niveau au-dessus de la lèvre rouge. C'est entre le nez et la lèvre rouge. Ça tient longtemps. Ah oui. Ouais, là, il m'est arrivé de retirer une patiente, ça faisait 9 ans. Longtemps, c'est vraiment longtemps. On ne sait pas trop pourquoi, sur cette zone-là, l'acide ça tient bien. Et donc maintenant, on a un produit pour enlever. Alors, on n'a pas encore l'AMM mais on a un produit pour diluer le. Ça, c'est bien Où on peut l'enlever aussi de manière mécanique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Dr Modiano. Merci à vous. Demain, chère Brigitte, on parlera de cette dernière tendance qui sévit notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, la tétine pour adultes. Ouais. Alors, vous êtes dépité. On attend vos réactions avec impatience. Et on parlera aussi du pouce, du biberon, de la tétine pour les enfants aussi. Alors, ok. 01 80 20 39 21. Et puis, j'ai un nouveau rendez-vous à vous annoncer. Vendredi, tous les vendredis, on va parler d'amour. Et oui, parce que le sexe fait partie intégrante de la santé. Alors, on commence ce vendredi avec cette question. La libido est-elle saisonnière? Avez-vous une baisse de la libido en cette rentrée? Quels sont vos conseils peut-être pour la stimuler? Vous pouvez aussi d'ores et déjà, maintenant, vous n'êtes pas obligé d'attendre vendredi. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur ou parler à Shannon. 01 80 20 39 21. Voilà, l'amour au rendez-vous tous les vendredis. Les vendredis de l'amour. Les vendredis de l'amour. C'est joli. On se retrouve demain dès 13h. Dans un instant, c'est Et si on en parlait, votre rendez-vous avec Romain Desarbres et Marie-Estelle Dupont. Je vous souhaite un très bon après-midi sur Europe 1.